Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on bruite entièrement nos épisodes à la bouche. Salut, moi c'est Marie, et dans une optique prolétarienne, le profit m'est insupportable. Et moi c'est Anaïs et je suis super contente. Vaut mieux pas. Vous l'aurez peut-être compris, cette semaine on est de retour pour parler d'une des œuvres les plus cultes du cinéma français, le film de Les Nuls, La Cité de la Peur, réalisé par Alain Berberian, écrit par Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia, avec de vrais acteurs aussi à l'intérieur, et sorti en 1994. Marie, tu n'avais jamais vu La Cité de la Peur jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez entendre tout ce que Marie avait prédit sur La Cité de la Peur avant de le regarder, vous pouvez retrouver tout ça dans notre épisode À l'affiche, qui a été diffusé il y a quelques jours. Est-ce que tu te sens enfin complète maintenant que tu l'as vu ? Tout à fait. C'est comme perdre sa virginité. Encore mieux. Ta vie a changé ? Ma vie a totalement changé. Ah, je suis trop contente. Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie. Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre jambe. Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle. Aïe. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Jusqu'à où peut-on aller pour promotioniser le film ? Jusqu'à le meurtre ? Jusqu'à où ? Chantal Lauby, Dominique Farrugia, Alain Chabat, mais aussi de vrais acteurs comme Gérard Darmon sont dans La Cité de la Peur, une comédie familiale. Est-ce que tu peux nous résumer le film en 30 secondes ? Ça se passe au Festival de Cannes. Un film, un gros nanar qui ne fait aucune vue, enfin, qui n'a aucun téléspectateur. Qui fait aucun clic. Qui fait aucun clic, aucune vue, qui a un gros bide, jusqu'au moment où les projectionnistes qui projettent le film sont tués les uns après les autres par un tueur très très discret. L'attachée de presse qui s'appelle Odile de Ré est hyper contente de tous ces meurtres parce que ça met en avant son film et il y a toute une enquête pour savoir qui est le meurtrier. Et Alain Chabat, qui est détective privé, vient pour résoudre l'enquête avec Dominique Farrugia, l'acteur principal. Voilà. On va commencer par décrire les personnages. La première, tu l'as mentionné, c'est Odile de Ré, qui vient peut-être de l'île de Ré, on ne sait pas. Oui. Comment tu la décrirais ? Elle est très stylée, elle est hyper bien habillée. Franchement, c'est ça qui m'a vraiment sauté aux yeux. Elle est passionnée par son travail, vraiment passionnée par son travail. Elle a vraiment envie que son film fonctionne. Elle est désespérée, je dirais même, et omnibulée vraiment par le succès de son film pourri. Voilà. Ouais, c'est vraiment très très drôle parce que c'est tout le film parodie évidemment le monde du cinéma et là c'est le personnage de l'attachée de presse. Par excellence, on va dire. Ça fait un peu de peine parce qu'elle doit absolument défendre ce film dans lequel elle-même ne croit pas vraiment. Et c'est très très drôle parce que quand on la découvre, elle est en train de littéralement pourchasser et harceler les 2 ou 3 journalistes qui ont daigné venir à sa projection de presse et elle s'accroche carrément à la jambe de l'un d'entre eux en disant « Je vous rappelle, n'oubliez pas le dossier de presse ». Et je pense que tous les attachés de presse qui ont déjà dû défendre un film dont personne ne voulait parler peuvent s'identifier à tous les journalistes qui ont déjà été harcelés par des attachés de presse aussi. Qui ont déjà reçu les 3 milliards de coups de fil. Mais bon, c'est ça le truc, c'est que les attachés de presse, ils passent leur temps à appeler les journalistes en disant « Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Qu'est-ce que vous avez pensé du film ?» Et les journalistes passent leur temps à les ignorer. Donc, c'est une relation très difficile, voilà. Mais en même temps, de dépendance mutuelle. Exactement. Et on le voit très bien dans cette scène d'introduction avec Dominique Bestéard qui refuse de se faire harceler par Odile de Ré. Mais ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi, hein. Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ré, Odile de Ré. De toute façon, c'est moi qui vous rappelle. Bon, l'avantage, c'est qu'elle prend tout très bien. Ouais. Disons que quand t'es prête à t'aplatir sur le ventre et t'accrocher à la jambe de quelqu'un, c'est que ta fierté est déjà bien basse. Donc c'est clair. L'autre personnage central, c'est Serge Karamazov. Aucun lien. Aucun lien avec les frères Karamazov, il est fils unique. Voilà. Oh, Serge Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Qui est joué par Alain Chabat. Voilà. Odile de Ré était jouée par Chantal Lauby. Qu'est-ce que tu penses de Serge ? Serge, il fait pitié. Mais après, j'adore Alain Chabat, donc forcément, j'ai une sympathie naturelle pour Serge. Mais c'est un pseudo-lover qui se fait jeter par Odile et du coup, qui le vit très très mal. Serge, aujourd'hui, ce serait un masculiniste. Oui. Il l'est déjà un peu. Il l'est carrément. Mais là, il est quand même assez sympathique sur d'autres aspects, quoi. Parce que c'est un peu aussi le straight man, c'est-à-dire qu'à côté de l'autre qui lui vomit dessus il essaie juste de mener son truc, quoi.
Oui, et puis il est plutôt compétent au final. Ouais, je sais pas. Par rapport à d'autres. Je sais pas, hein, franchement. C'est le seul qui comprend que Martoni ne bluffe pas à la fin déjà, ce qui est. Oui, mais après, ça, d'accord, si c'est le seul critère, mais enfin bon, les fois où il doit protéger quelqu'un, une fois il a la chiasse, l'autre fois il préfère manger des pop-corn face au film, donc il y a quand même une accumulation de bourdes. Et on comprend aussi que toutes les protections rapprochées qu'il a dû faire dans le passé se sont soldées par une liaison avec la personne qu'il est censé protéger. C'est ça, voire des enfants illégitimes. Voilà. Donc il a quand même des casseroles. Et le troisième de ce trio, c'est Simon Jérémy, l'acteur principal donc, du film que Odile est censé défendre au Festival de Cannes. Il est joué par Dominique Farrugia. Et comment tu le décrirais ? On va l'entendre. Oh, on m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne? Non, c'est pas grave. Il est demeuré, en fait. En fait, il n'est pas si demeuré que ça. Enfin, on le pense au début, vraiment, on pense qu'il est vraiment con, quoi. Mais au fil du film, il révèle des profondeurs insoupçonnées. Un goût certain pour les abats aussi. Oui. Ça, je m'identifie beaucoup à lui. C'est ça. Et les abats, il est aventurier. C'est un aventurier de l'abat, très clairement. Les gencives de porc. Par contre, il mange pas les yeux. C'est sa limite. Mais le cœur saignant, surtout. Il est assez attachant. Moi, je l'aime bien. De toute façon, Farrugia a un physique assez attachant en général et une personnalité assez attachante dans la façon dont il se présente, dans les rôles qu'il a pu jouer. Et là, c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire qu'il est sympathique, quoi. Oui, Farrugia est génial dans le rôle. Ouais. T'étais hilar de toute façon à chaque fois qu'il était à l'écran et je comprends parfaitement. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir à quel point tu le kiffais. Et pour ma part, ma réplique préférée du film, c'est Simon Jérémy qui la détient. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Au fait, j'ai laissé mon agenda à la salle. C'est vraiment du brio, en fait. Ouais, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il y a pas mal de fluide dans ce film. Ouais, il y a du pipi, il y a du caca et il y a du vomi. Et il y a des pets aussi. Il y a beaucoup de vomi. Ça t'a fait rire d'ailleurs, tout ce vomi? Oui, parce que c'est incongru et c'est drôle, mais en même temps, c'est vraiment un truc qui me dégoûte, donc ça me faisait rire, mais au bout d'un moment, j'étais là, arrêtons avec le vomi quand même. Ouais, surtout qu'à la fin, on voit le vomi, parce qu'on voit souvent Simon vomir pendant le film, mais on l'entend, il vomit hors champ. Et il y a juste une séquence à la fin où il vomit pour le coup c'est quand ça? À l'écran, à la fin, quand ils ont résolu l'affaire. Ah oui, c'est vrai, oui. Et là, c'était un petit peu trop pour toi. Dites-le, je suis content. Non. Je suis hyper content. Après, vraiment, Farrugia le vend à chaque fois tellement bien qu'il n'y a pas de problème, quoi. Mais c'est dégueulasse, c'est vraiment horrible. Ouais, il y en a plein sur la joue. C'est bon, il a beaucoup de choses sur la joue pendant tout ce film. Et là, en l'occurrence... ça me dégoûte. Ouais, c'est vraiment ignoble. Ah non, c'est ignoble. Mais après, moi, j'adore, en règle générale, l'humour pipi-caca. Moi, ça fonctionne très, très bien sur moi. Il y a même des gens qui nous l'ont reproché par le passé. On peut pas tenir 20 minutes avec Marie dans n'importe quelle soirée sans commencer à parler... de déjection. De fluide corporel, ça me fait beaucoup rire. En général, c'est un sujet de conversation qui me divertit énormément. Moi aussi. Et qui on gêne peut tenir certaines des personnes... vacances entières là-dessus. C'est ça. Et qui gêne certaines personnes beaucoup. Et le fait que ça les gêne me fait aussi rire. Donc, ça en rajoute. Donc, je suis sensible à cet humour, forcément. C'est ça, on est très raccord avec les nuls. Il y a un quatrième personnage qui est assez important dans le film, qui est joué par Gérard Darmon. C'est le commissaire Bialès. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Je l'aime bien. Après, Darmon, il a tendance à jouer un peu ces personnages-là dans presque tous ses films, honnêtement. C'est un mec qui est assez... il est smooth, quoi. Enfin, c'est un dragueur, très clairement. C'est un beau parleur. Il se la joue. Il a beaucoup de charisme. Il va draguer Odile tout de suite, qui est très sensible à son charme et tout ça. Et il a un charme... très méditerranéen, qui lui va très bien, quoi. Ça fonctionne bien. Il est très sûr de lui et d'ailleurs, il s'amuse beaucoup de ses propres blagues, y compris la blague la plus culte de ce film, enfin en tout cas qui a été répétée depuis maintes fois. On va l'entendre. Odile, tu connais la différence entre un pullover et une moule? Non? C'est bête.
Un pullover, ça moule et... Une moule, ça pue l'ovaire. Une moule, ça pue l'ovaire. C'est drôle, non? Et alors, sache que moi, j'avais jamais entendu cette blague. Et pourtant, ça m'est venu. J'ai trouvé la chute bizarrement. La détective, Marie Telling. Non, mais du coup, les jeux de mots, ça monte pas tout de suite. Ah non, vraiment, mais ça a toujours été un problème. C'est-à-dire que même au travail, donc je travaille dans une rédaction le reste du temps, quand je ne suis pas derrière ce micro, et on est censé faire des jeux de mots pour la une, et vraiment, je pense que je suis célèbre pour être nulle, quoi. Je n'y arrive pas, c'est vraiment... chaque fois, je trouve les trucs les plus plats et les plus chiants du monde. Mais j'y travaille. Bah franchement, c'est pas évident, c'est un vrai talent. Hein. Je pense que c'est aussi un travail. Non, mais pour le coup, parce que en ayant des amis qui le font, ou même mon mec le fait beaucoup, au bout d'un moment, tu commences à prendre le pli un petit peu, mais j'aurais jamais le talent naturel, je pense. C'est une façon de penser qui me vient pas naturellement. On n'est pas éditeur à Libé comme ça, quoi. Bah toi, tu pourrais l'être parce que tu as un talent pour les jeux de mots quand même. J'aime beaucoup les jeux de mots, mais j'ai pas le talent Libé quand même. Je pense que je suis un peu un cran en dessous. Mais je pense que quand c'est ton travail au quotidien... Ouais, ça finit par venir plus naturellement. Ouais. Bon, La Cité de la Peur, c'est un film parodique, hein, tu l'avais compris, avant qu'on aille voir le film. Et il y a beaucoup, beaucoup de répliques cultes. Il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse toutes les citer, parce qu'en fait, je pense que chaque réplique de ce film est devenue culte avec le temps. Il y en a énormément que tu as reconnues au moment où tu les as entendues, et c'était très plaisant de te voir connecter les références. Meurs, pourriture communiste. Ah! Barrez-vous, con de mime. Ça aussi, c'est connu. Moi, celle que j'attendais le plus de te montrer, c'est Serial Killer, parce que je pense que c'est vraiment celle que je récite depuis le plus longtemps. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Tu la connaissais, celle-là? Oui, mais ça me dit quelque chose. Et je vois pourquoi elle est rentrée dans la légende. Mais c'est marrant parce que pour moi, c'est pas un des moments les plus drôles. Mais je vois pourquoi, en fait. C'est parce que c'est facile à reprendre aussi dans la vie quotidienne et tout ça. Mais pour moi, le truc avec l'anglais qui est plus marrant, c'est la conversation d'Odile avec... Oui, qui est sous-titrée. Ah ouais, c'est incroyable. Ça, c'est brillant, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment l'humour des nuls au plus haut niveau. C'est génial. Ouais, avec les sous-titres. Alors, je me souviens même plus ce qu'il y a écrit, mais il sous-titre mal le mauvais anglais d'Odile. Ouais. C'est très, très drôle. C'est très drôle. Non, mais en fait, Serial Killer, moi, je sais pas à quel âge j'ai vu La Cité de la Peur pour la première fois, mais je me souviens que Serial Killer, on faisait la blague tout le temps quand j'étais en 6e. Donc, j'avais 10-11 ans. Et je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on avait des cours d'anglais, qu'on découvrait les cours d'anglais, et que du coup, avoir l'accent ou ne pas avoir l'accent, c'était une préoccupation très importante quand on avait entre 10 et 14 ans. Mais je me souviens que tout le temps, à la cour de récré, on faisait la blague Serial Killer. Donc voilà, c'est un des moments du film qui m'a le plus marqué. Ce qu'on a tendance à dire quand on voit un film ou un sketch des nuls, et ce que t'as dit et qu'on a dit toutes les deux en regardant La Cité de la Peur, souvent, c'est que c'est très con. C'est d'une débilité brillante. Exactement. Mais oui. C'est débile. Simon, t'as un goût de pomme de terre sur moi. Merci. Il faut savoir comme une femme a mal. C'est débile. En tout cas, ça a l'air de te faire rire absolument chaque seconde. Ça te fait pas rire? C'est drôle. C'était le rencontre. Vous aimez Mozart? Oui. C'est lequel? Le dernier. C'est une réaction que tu as eue devant quasiment tout le film. Oui, non, mais c'est vraiment brillamment con. Mais je pense aussi que c'est le genre de film où, typiquement, je l'ai revu une deuxième fois pour préparer le podcast et j'ai encore plus ri. Parce que c'est le genre de film, et tu me l'avais même dit à la fin, mais ça se détecte en le voyant. Comme c'est un film culte avec plein de répliques et tu repères de nouvelles choses et tout ça, qui, je pense, te fait rire de plus en plus avec le temps. Mais c'est pareil avec Mission Cléopâtre.
Mission Cléopâtre a été remasterisée et rééditée pour le cinéma récemment, et j'ai amené une amie franco-américaine qui avait jamais vu le film. Wow. Et elle avait pas l'air hyper... Elle m'a dit, c'est très con quand même. Je disais, ah oui, c'est l'humour français, il faut que tu découvres ça. Et en fait, elle a pas été ultra réceptive, quoi. J'ai senti que... alors que moi, j'étais morte de rire, parce que moi, ce film, c'est marrant parce qu'il y a plein de films qui vont te faire beaucoup rire au début et qui vont te lasser au fur et à mesure du temps. Et je trouve qu'avec ces films-là, c'est le contraire. C'est-à-dire que plus tu les vois, plus ils te font rire. Ouais, complètement. Et je sais pas combien de fois je l'ai vu, La Cité de la Peur, mais à chaque fois que je le revois, je trouve des nouveaux gags parce qu'il y en a tellement que tu en rates forcément plein ou il y en a certains que tu oublies. Donc ouais, c'est un film qui mérite à être vu et revu. Et c'est marrant ce que tu dis sur Mission Cléopâtre parce que moi, je l'avais montré parce que ça passait à la télé à un ami anglais. Et je lui avais dit, ah putain, bon, je suis désolée, il comprend pas le français, mais je lui ai dit, il faut quand même, regarde 10 minutes, tu vas voir, c'est vraiment génial et c'est culte pour les Français. Et en fait, il a adoré. Il comprenait pas le français, mais il me disait, je comprends exactement ce qui fait que c'est drôle. Et en fait, pour moi, c'est pas vraiment de l'humour français. C'est tellement spécifique dans la culture française que font les nuls, tu vois. Et ils sont tellement inspirés par SNL, par les Monty Python. C'est plus inspiré par les Monty Python que par SNL pour moi. Enfin, si tu dois le rapprocher, justement, je comprends qu'un Anglais soit plus réceptif à cet humour qu'un Américain, par exemple. Ouais, mais c'est vraiment les deux. Enfin, dans leurs influences, ils citent les deux. Ils ont vraiment un humour... qui peut se rapprocher de la culture anglo-saxonne. Et si on regarde dans l'écosystème, tu vois, de la comédie française, il y a vraiment personne d'autre qui fait ce que eux ils font. À part peut-être, Quentin Dupieux, je pense, a réussi à toucher un peu moi, c'est pas la même veine. Mais ouais, c'est pas, ça reste plus niche en fait. Non, mais ce que je veux dire dans le fait que c'est très français, c'est qu'il y a beaucoup de références qui sont très françaises dedans. C'est-à-dire et de clins d'œil à la culture française et à des trucs très spécifiquement français que tu comprendras pas si t'as pas grandi en France avec ces références pop culture. C'est quoi les moments qui t'ont le plus fait rire ? Zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Ça, c'est incroyable. C'est dans l'extrait du film qui est montré, donc c'est la fin du film, en fait, de Red is Dead. Et c'est le personnage principal qui, alors qu'il s'enfuit, se dit « Merde, j'ai oublié d'éteindre l'aspirateur » et retourne. Ça, c'est très marrant. Ah oui, ça m'a fait beaucoup rire, c'est très con, mais c'est quand il y a des extraits de journal télé, parfois de JT. Et il y a un moment où le correspondant dit « Michel, vous m'entendez ?» et le présentateur du JT dit « Oui, Philippe, très bien, ça va ?» Et le « ça va », ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Oui, parce que du coup, l'autre, il s'est déjà lancé dans son duplex et il s'interrompt pour dire « Oui ». Je suis séropositive, mais non, c'était pour déconner, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, c'est drôle. Martine. Sécu. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Je suis séropositive. Mais non, c'était pour déconner. Et le Martine Sécu aussi, c'est incroyable, parce qu'elle se souvient plus de son nom, son prénom, il regarde son étiquette et elle a fait pareil, sauf que lui, il est marqué sécurité, quoi. Enfin, sécu. Quand elle mange de la choucroute dans la scène Basic Instinct, ça c'est très très drôle aussi. Enfin bon, il y a plein de trucs, le fait qu'ils disent aéroport au lieu d'aéroport tout le long et qu'à aucun moment c'est noté, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a plein de petits trucs comme ça. Enfin honnêtement, tout est très drôle, quoi. Je trouve juste, on va en parler, mais que la fin dure un peu longtemps. Mais sinon, c'est vraiment très très marrant. Pendant ce temps, à Veracruz... Comme tu l'as dit, c'est à la fois con et assez brillant. Et moi, je pense que c'est pour ça que le film est devenu aussi culte. C'est-à-dire que il y a plein de films à sketch. Enfin, par exemple, Qui a tué Pamela Rose, c'est très con aussi et c'est très drôle. Mais il n'y a pas forcément. C'est pas brillant. Non, enfin, je pense pas. En tout cas, je l'ai pas vu, je sais pas. Il n'y a pas un tel niveau de. Il n'y a pas autant de couches, en fait. Là, c'est vraiment un film qui joue très bien sur tous les tableaux. Et déjà, ce qu'il fait très très bien, c'est parodier le monde du cinéma, c'est-à-dire qu'il parodie pas que des films avec des mises en abîme, mais que ce soit avec l'attaché de presse, avec les journalistes qui viennent à la conférence de presse et qui font que parler. Ou rembourser nos invitations. Ouais, voilà, rembourser nos invitations, les gens qui se battent sur le tapis rouge pour monter, y compris le mec qui est poursuivi par la police et qui dit « Laissez-moi passer, j'ai une invitation ». La préfète qui revient 2 fois. Ouais, c'est ça. Il y a tout un microcosme qui est hyper bien croqué par le film et on sent que c'est vraiment des gens qui critiquent de l'intérieur et c'est pour ça que ça marche très bien parce que pour que l'humour fonctionne, il faut vraiment qu'on sente qu'ils maîtrisent tous ces codes-là et même le fait que les lieux de tournage sont des vrais lieux du Festival de Cannes. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est une attention aux détails aussi qui fonctionne vraiment bien. Quand ils disent rembourser nos invitations, ils sont vraiment dans le Théâtre Lumière, là où il y a les projections officielles des films à Cannes. Et donc, il y a un niveau d'excellence cinéphile
qui marche très très bien et qui prouve que c'est pas juste un film bête, quoi. Ça fait des années que tu vas à Cannes tous les ans. C'est un film qui est référencé dans les conversations là-bas. Enfin, Ouais. je me suis dit que sûrement, mais... Ouais, pas tout forcément, mais je pense que à chaque fois qu'on regarde la cérémonie d'ouverture et de clôture, on dit alors que revoilà la sous-préfète. Enfin, vraiment, tout le temps. C'est vrai qu'il y a certaines répliques du film, notamment de Bluff Martoni, etc., qu'on peut répéter un peu à longueur de journée, mais c'est vrai que alors que revoilà la sous-préfète, oui, on l'entend tout le temps. Et rembourser nos invitations aussi. Enfin, en fait, ça c'est... Tu peux pas y couper. Je pense à tous les festivals de Cannes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la fasse au moins une fois. C'est aussi un film qui contient énormément de références cinématographiques. Il y en a quelques-unes que tu as évidemment tout de suite repérées. Il y a Basic Instinct dans l'interrogatoire, il y a la scène de shopping de Pretty Woman. En plus, c'est des films qui sont sortis genre 2 ans avant La Cité de la Peur. Donc, c'est vraiment dans le moment aussi, on le sent. Il y a un moment, elle lui dit « Tiens, voilà l'arme fatale, ça nous a fait rire. » Et l'arme fatale venait de sortir aussi, donc c'est assez marrant. Et du coup, maintenant, je comprends pourquoi elle pourrait qualifier Serge Karamazov d'arme fatale. Effectivement, c'est un peu le même type de personnage. Il y a Sarah Connor de Terminator. Sarah Connor. C'est à côté. Et l'autre truc que j'ai noté aussi, enfin, en fait, le film du début, j'avais l'impression que c'était une ref à Evil Dead, mais Tout à fait, d'accord. bravo. Maintenant que je l'ai vu. Je suis tellement fière de toi. Ouais, parce qu'en plus, Red is Dead, et puis même le niveau de conneries, en fait. Puis c'est vrai que on est aussi dans la bonne période, en fait. Oui, C'était sorti il y a pas trop longtemps, et c'est totalement une référence à Evil Dead, parce que les codes, même visuels, la manière dont c'est filmé, enfin, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un vrai pastiche. Toute la séquence d'ouverture avec le film dans le film, ça reprend les codes de Evil Dead visuellement, avec la caméra qui bouge, avec le marécage. Donc c'est hyper précis dans la référence. Ouais. Il y en a d'autres. Tu vas me les faire deviner? Je vais te les faire deviner. À mon avis, ça va d'une manière inconsciente, tu les vois passer, et à mon avis, ça va te venir tout de suite. La vieille et son chariot sur les marches. Ah oui, alors je me suis demandé. Enfin, moi j'aurais dit Mary Poppins, mais je sais pas si c'est ça, mais je pense pas. Mais... Non, enfin moi en tout cas, c'est pas celle-là que j'ai pensé. Le fait qu'elle descend très lentement au ralenti avec son chariot, non, c'est Les Incorruptibles de Palma, avec la scène du landau. Oui, c'est vrai, d'accord. Ouais. Il y en a une autre quand Serge a la chiasse et qu'il est en course-poursuite sur la croisette. À la fin, il tombe, il essaye de tirer, il rate sa cible et il tire en l'air de colère. C'est une référence à Point Break. Ah oui, alors là, Point Break, je l'ai vu une fois, je me suis endormie devant, donc... Il y a aussi un musicien qui joue une musique au piano quand on arrive au restaurant. Est-ce que tu as reconnu la musique? Ah, attends, il faudrait que je la réentende. Non, parce que je sais que sur le coup, ça m'a... Ah oui, bah oui. C'est un film avec Steve McQueen, non? C'est Love Story. C'est avec la meuf de Steve McQueen. Ouais. Avec Ali McGraw. Et la musique de Francis Lay, qui a aussi fait la musique de Un homme et une femme. Et c'est vrai que c'est un des thèmes musicaux les plus connus du cinéma. Il y a aussi la carioca. Mais enfin, c'est une référence à quelque chose? En fait, la carioca et le fait qu'il danse comme ça, qu'il fasse ce numéro musical, fait référence en partie au fait qu'il y a eu un film en 1933 qui s'appelait La Carioca, dans lequel Fred Astaire et Ginger Rogers font un numéro. Voilà. Et il se trouve aussi que ce morceau, La Carioca, est utilisé dans le générique d'ouverture d'un film qui s'appelle Hamburger Film Sandwich de John Landis, qui est un film à sketch, qui a été scénarisé par le trio Zaz, comme on les appelle, pas la chanteuse Zaz, mais Zucker, Abrams, Zucker, qui sont une énorme référence pour les nuls. Et donc, c'est aussi pour ça que la carioca a été utilisée dans ce film. Il y a aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a plein de petites références visuelles et il y a un moment où on voit plein d'affiches de films. Et en fait, c'est des affiches détournées. Il y a Blanche-Neige et les 7 mercenaires. Et il y a Les Amants du Pont-l'Évêque aussi. D'accord. Voilà. Et dans le générique, il y a aussi des noms qui font référence à des acteurs d'Hollywood. Il y a Robert Miro. Et il y a Tom Cruise, mais écrit C-R-O-U-S-E. Voilà. Ce qui est vraiment fou avec ce film, c'est qu'en fait, tu l'as dit un peu avec tous les moments qui t'ont le plus fait rire, c'est un film qui mêle plein de types d'humour différents. Il y a l'humour parodique, on vient d'en parler. Il y a de l'humour potache, on l'a vu avec même l'humour scato parfois. Il y a un humour méta,
où on est vraiment pris à partie en tant que spectateur. Ils vont se tourner vers nous, faire des clins d'œil et nous sortir en permanence de l'intrigue pour faire des rappels au fait qu'on est en train de regarder un film. Comme quand ils font le bruitage d'une scène entière. Exactement. Il y a de l'humour absurde aussi, des moments qui juste n'ont pas d'explication. Notamment quand ils disent aéroport de Nice, l'arrière de l'avion ne desservira pas. Arrêt 2 minutes. Voilà. Il y a de la comédie physique, il y a des jeux de mots et il y a plein de moments où on a un peu tout ça en même temps, notamment la blague je suis séropositive. En fait, on a cette blague qui est géniale. On a eu Sécu juste avant, qui est un petit peu en fait l'humour littéral qu'ils vont utiliser à plein de reprises. Où par exemple quand Odile dit jetez-moi là, il la balance littéralement de la voiture. Donc ils ont énormément ce genre de blagues récurrentes. Et quand elle dit je suis séropositive, il y a cette blague-là, mais à l'arrière-plan, on voit aussi le tueur qui est en train de se faufiler dans la salle. Donc au même moment, on a plusieurs gags qui jouent sur plusieurs type d'humour. Il y a aussi le moment où Bialès dit à Odile « Parlez-moi de vous plutôt ». Ça, c'est génial. Et où elle le prend très littéralement et elle pense qu'il est en train de lui dire qu'elle s'appelle Pluto. Pluto, c'est l'ami de Mickey. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Plutôt, c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Oh, Mais oui. oh pardonnez-moi, mais je sais plus ce que je dis. C'est ce film, toute cette pression. C'est très génial. con. Et il y a aussi des gags visuels. Est-ce qu'il y en a que tu as reconnus au moment de les voir, dont tu avais peut-être déjà entendu parler avant ou... Non. En fait, j'avais pas d'idée de ce qui se passait visuellement dans ce film, quoi. D'accord. Parce que, par exemple, la boucherie, moi, je m'étais dit que c'était sans doute un truc que tu avais déjà dû voir passer. En gros, ils arrivent sur une scène de crime et on dit à Karamazov, attention, c'est une vraie boucherie. Et là, il ouvre la porte et on voit une vraie boucherie. Ouais, ça, je m'y suis attendue, en fait. Enfin, c'est juste, je l'avais pas vu passer, mais c'est juste que tu vois un peu la blague venir. C'est très drôle, mais c'est... Oui, mais du surtout... coup, c'était pas un truc auquel, que tu avais déjà vu non, dans des pas bêtisiers ou des trucs comme ça? Non, pas du tout. Mais après, je pense que quand t'as déjà vu surtout des films d'Alain Chabat, tu vois, enfin, par exemple, Mission Cléopâtre reprend un peu ce genre d'humour. Voilà. Le ticket fait cette araignée. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Il y a aussi le moment où Simon a un bout de pomme de terre sur la joue, qui est en fait une pomme de terre entière. Ça non plus, ça t'a pas... tu l'as découvert pour la première fois, quoi. En vrai, là, je disais par rapport à Mission Cléopâtre, en le revoyant surtout une deuxième fois, j'étais là, waouh, c'est fou, parce qu'en fait... Chabat a repris les mêmes ingrédients à de nombreuses reprises quand même dans Mission Cléopâtre. Du coup, j'ai moins de respect pour Mission Cléopâtre maintenant, même si, en vrai, j'adore ce film et j'ai toujours les refs et tout ça. Mais il y a quand même plein de moments où je me suis dit, par exemple, la fausse pub Safran, qui est très très drôle dedans. Le moment de la pub Royal Canin, je me souviens dans Mission Cléopâtre, pour moi, c'était le truc le plus drôle de l'univers. En fait, quand je l'avais découvert à l'époque, je trouvais ça incroyable. Et en fait, je pense que si j'avais vu La Cité de la Peur avant, ça aurait pas eu le même effet. J'aurais quand même trouvé ça très drôle, mais du coup, t'as le côté faire une parodie de pub au milieu, ça avait déjà été fait, quoi. En fait, c'est très autoréférentiel, à la fois La Cité de la Peur, Mission Cléopâtre, c'est-à-dire qu'ils font aussi référence à des sketchs qu'ils avaient fait à leur début sur Canal. Sur Canal, ouais. Et en fait, il me semble qu'Alain Chabat avait fait un sketch où c'était Royal Rabbin à la base. Ouais. Et donc, quand il l'a repris dans Mission Cléopâtre, c'était déjà un clin d'œil au fait qu'ils avaient fait ça à la télé, quoi. Non, et même, tu vois, les bios, par exemple, quand il remonte et qu'il refait la bio... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ça dans Mission Cléopâtre aussi, des trucs où on retrace l'histoire, où il y a des petits films, tu vois, enfin, un peu filmés différemment. Il y a plein de petits moments comme ça où quand même... où, de toute façon, c'est le même humour, évidemment, mais où je me suis dit, je voyais vraiment la filiation de façon très, très forte, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que La Cité de la Peur, c'est vraiment le seul film de Les Nuls, parce qu'il a été coécrit par les trois, alors qu'après, Alain Chabat est passé vraiment tout seul sur différents projets. Je sais pas si t'as vu À la poursuite du marsupilami aussi. Non, j'ai pas vu Greux non plus. Parce que dans le marsupilami, il y a un moment où t'as Lambert Wilson qui se travestit en Céline Dion pour détourner l'attention et qui fait un karaoké, et c'est vraiment génialissime. Je revois cette scène beaucoup trop fréquemment dans ma vie, mais elle est vraiment très très drôle. Et oui, en fait, au final, il applique toujours la même formule, mais c'est tellement drôle. Oui, mais il est extrêmement doué. Donc... Ouais. Est-ce que sur tous ces types d'humour, parce qu'il y en a vraiment énormément, c'est lequel auquel t'es la plus sensible ? Déjà, l'humour noir, en général, c'est là où je suis le plus sensible, en général, je pense, dans la vie. Donc, c'est pour ça que la blague séropositive m'a fait beaucoup rire, même si elle est horrible, très clairement. Et surtout à cette époque, c'est-à-dire que le film est sorti en 94. Surtout, Bruno Carrette était mort du sida, d'une maladie liée au sida. Bruno Carrette, qui était le 4e membre des Nuls.
Et du coup, le fait qu'il fasse ce genre de blagues, je trouve ça hyper subversif et j'adore ce genre d'humour, quoi. Les blagues très littérales, ça, je trouve ça très drôle. Genre, par exemple, quand ils disent « Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma ?» Et il dit « C'est parce que je connais l'ouvreuse. » En fait, le mec demande ça à Simon Jérémy pour lui demander comment il est rentré dans le milieu du cinéma et comment il est devenu acteur. Et l'autre lui dit « C'est parce que je connais l'ouvreuse. » J'aime bien ce décalage, ça me fait toujours beaucoup rire. Et après, les blagues pipi caca, je suis toujours... ça me fait toujours beaucoup rire. Ouais. Et tu penses que tu réponds plus à l'humour visuel ou à l'humour écrit ? Et l'humour écrit. Ouais, moi aussi. Très clairement. Par exemple, la course-poursuite, je trouve ça intelligent, tu vois, mais ça me fait pas rire. Oui, ou le côté où il est au ralenti, au-dessus des mimes ou des choses comme ça. Alors que Barrez-vous contre de mimes, c'est hilarant. Voilà. Mais en vrai, tu vois, quand elle se casse la gueule en descendant du podium, j'ai ri. Oui, après la conf de presse, il y a quand même des moments où... Moi, je trouve que tous les types d'humour de ce film fonctionnent, mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'on a des sensibilités qui sont plus ou moins développées sur certains types d'humour. Et c'est vrai que, il y a du slapstick aussi quand les personnages se cassent la gueule. Et moi, ça me fait rire. Mais j'y ai pensé récemment parce que je revoyais des épisodes de Friends avec une autre amie que toi. Et c'était vraiment marrant parce qu'on rigolait pas au même moment. Et je me suis rendu compte qu'elle était hyper sensible à l'humour physique et que c'était des expressions, souvent des acteurs, qui la faisaient éclater de rire. Alors que moi, c'est vraiment les répliques, quoi. Ouais. Et là, dans La Cité de la Peur, je me suis fait la même réflexion. Moi, ce qui me touche le plus, c'est l'écriture. Oui, moi aussi, toujours. Mais c'est vrai qu'il y a des gags visuels qui sont géniaux. La tapette géante, je trouve ça hilarant aussi. Mais je ris encore plus quand, à la fin, il dit il a été piégé par la tapette géante et que Odile dit alors, monsieur n'est pas une tapette. Oui, c'est ça. C'est un policier. Non, c'est ça. Moi, c'est ce genre d'humour. Enfin, de toute façon, ça a toujours été ça. J'ai toujours été plus sensible à l'humour écrit, quoi. Je pense que c'est une question d'éducation aussi à l'humour, et ce que tu as regardé quand tu étais jeune ou des trucs comme ça. Ouais. Juste un mot sur le rythme du film. Je pense que c'est ça qui fait son succès aussi et qui fait que c'est tellement plaisant de le revoir. C'est que c'est un film extrêmement rythmé avec 3 milliards de types d'humour différents et un nombre de gags à la seconde hallucinant. Nos amis de Calmos qui ont fait une série de vidéos sur YouTube pour décortiquer plein de comédies françaises, ils ont fait une vidéo sur La Cité de la Peur spécifiquement et ils ont compté que pendant les 3 premières minutes du film, donc quand on est sur la mise en abîme avec Red is Dead, il y a 57 gags en 3 minutes. Et je pense que nous, en fait, quand on voit juste le film comme ça, on en voit 15, mais on réalise même pas, on est complètement submergé de gags en permanence. Et c'est ça qui fonctionne très très bien. Et en fait, tout ça, c'est lié au fait que les nuls viennent de la télé et que donc, il y a une logique il faut pas perdre l'attention du téléspectateur qui fonctionne très bien. Je trouve ça intéressant parce qu'on parle très souvent de l'univers du cinéma qui s'est progressivement ramené dans les séries télé. Et on voit qu'aujourd'hui, les séries télé, dans leur rythme, leur montage, leur écriture, sont très influencées par le cinéma. Alors qu'en fait, dans les années 90, on avait l'exemple de ce que l'univers de la télé peut ramener de génial au cinéma. Et les nuls, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ils ont commencé leur carrière en 87 sur Canal. Canal+, qui avait été créé en 1984. Je connaissais plus les nuls pour leur sketch sur Canal que pour La Cité de la Peur, vu que je l'ai pas vu, tu vois. Enfin, je l'avais pas vu. Mais par contre, leur sketch sur Canal, je me souviens que je les ai vus, revus, mais plein de fois. Enfin, Tony Glandil, c'est vraiment un truc culte chez moi, quoi. Enfin, ouais, moi, pas forcément celui-là, mais j'avoue que j'ai... Royal Rabbin aussi. Ouais, voilà. On possède l'intégrule à la maison, et donc, clairement, pour moi, ça a été... Oui, je pense que j'ai même plus vu les sketchs des nuls que La Cité de la Peur. Moi, c'est sûr, vu que j'avais pas vu La Cité de la Peur, mais la dernière fois, j'ai fait découvrir à une collègue, elle connaissait pas les nuls trop, et du coup, je lui ai envoyé Tony Glandil. En plus, je suis sa manager, donc tout le monde dans le groupe était là. Pourquoi tu envoies ce truc? Mais c'est pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est avec Jean-Marie Bigard, donc le niveau est très très élevé. Alain Berberian, en fait, le réalisateur du film, c'était lui qui réalisait déjà les fausses pubs et les parodies de bandes-annonces des nuls. Et le film est produit par Canal. Donc, il y a une vraie filiation entre, évidemment, la jeunesse des nuls sur Canal+ et ce film-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a impacté tout le cinéma français et la culture française, puisque Canal, quand ils se sont lancés en 1984, ils ont obtenu le droit de diffuser des films qui étaient passés très récemment en salle, et c'est encore aujourd'hui le cas. Et en échange, ils se sont engagés à investir un quart de leurs ressources dans le cinéma, et notamment le cinéma français. Et donc, à devoir produire de plus en plus de films au cinéma, forcément, ils y ont envoyé certains de leurs talents, et c'est pour ça qu'on a vu un vrai pipeline de Canal+ vers le cinéma français. Encore aujourd'hui, c'est fou le nombre de personnalités qui font leur début sur Canal et qui après deviennent des stars de cinéma. Il y a eu les nuls, mais il y a eu Eric et Ramzy, il y a eu Édouard Baird, il y a eu Jamel, Omar et Fred, Camille Cotin, Jonathan Cohen, les Miss Météo, Charlotte Lebon, Louise Bourgoin. Aujourd'hui, c'est des vraies vedettes de cinéma, certaines qui vont même aller ensuite tourner à l'étranger. Et tout ça, c'est grâce à Canal+. C'était grâce à Canal+. Ouais, c'était grâce à Canal+.
Quand on a énormément de gags à la seconde, forcément, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a certains gags dans le film qui t'ont paru un peu lourds ou des trucs auxquels t'as moins été réceptive? J'ai du mal à penser à des gags en eux-mêmes, parce qu'après, même si je suis pas réceptive, j'ai pas eu de réaction. Oui, en fait, t'as pas le temps de t'ennuyer. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a un truc auquel t'adhères moins, il y en a 3000 autres à l'écran. Donc, Après, honnêtement, la fin, je trouve ça long au bout d'un moment. Tout le côté course-poursuite, enfin pas course-poursuite, mais dans le palais des festivals et ouais, tout ça, au bout d'un moment, j'étais, bon, on a compris, quoi. Mais c'est plus là, parce que je trouvais que justement, on était plus dans l'action et moins dans les trucs drôles. Enfin, moi, dans l'écriture marrante, quoi. Ouais. Moi, il y a 2 trucs qui m'ont jamais trop fait rire, et je suis désolée, je vais sans doute m'attirer l'ire de tous les méga fans de La Cité de la Peur, mais on peut tromper 1000 fois. Ah ouais, non, moi non plus, j'ai pas compris. Alors ça, vraiment, c'est méga culte, mais ça me fait jamais trop rire. Ah, mais je me suis dit, je suis sûre que c'est culte, évidemment, parce que c'est répétitif et chiant. Mais moi aussi. Oui, c'est un comique de répétition. D'habitude, pourtant, je suis sensible aux comiques de répétition, mais là, ça fonctionne pas trop sur moi. Et alors qu'il y a plein de gens qui te diraient sans doute que c'est leur partie préférée du film. Et il y en a un autre, c'est aussi un comique un petit peu de répétition, mais c'est toute la séquence où il doit faire signer un autographe. Où Simon Jérémy doit signer un autographe. Et ouais, pareil, moi, c'est... En fait, je suis trop impatiente pour ce genre de truc. Non, mais vraiment. Tu vois, là, pour le coup, on est parfaitement d'accord. Il y a un autre moment culte qu'on a déjà un petit peu mentionné, c'est la carioca. J'avais essayé de te mettre sur la piste avant qu'on prépare le film en te disant est-ce qu'il y a une musique qui te parle, tout ça. Ça a dit la cucaracha. C'est ça, t'étais pas très loin, mais au moment où on a lancé La Cité de la Peur, ça t'est revenu. C'est la cucaracha? Non, c'est la Copacabana? C'est un truc comme ça, non? C'est un truc comme ça. La carioca, c'est pas ça? La carioca. Ils ont refait la carioca à Cannes il y a quelques années parce que en fait ils ont. C'était pas pendant une cérémonie d'ouverture ou de fermeture? Ils ont projeté La Cité de la Peur au cinéma de la plage, qui est des projections gratuites sur la plage qui sont organisées tous les soirs pendant le festival de Cannes. Et pour fêter, je crois que c'était les 25 ans de La Cité de la Peur, ils ont projeté le film sur la plage et ils ont fait une reconstitution de la carioca. Avec Gérard Darmon et Alain Chabat, trop bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène? C'est très charmant. Ouais. Ils ont du swag, ils dansent bien, et puis c'est marrant en fait de les voir danser ensemble. Ouais, c'est. Ce qui est très drôle, c'est que ils ont traduit parce qu'il y a aussi la chanson existe en anglais et là les paroles c'est faisez tous comme moi. Oui. Ils ont quand même réussi à injecter un petit peu des nuls à l'intérieur. Et ouais, ce qui est marrant, c'est que, en gros, ils chantent et ils dansent la carioca sur la scène du Grand Théâtre Lumière pour détourner l'attention des spectateurs avant que la projection commence. Et dans Marsupilami, quand il y a cette séquence Céline Dion, c'est exactement le même principe. Donc, comme tu le dis, Alain Chabat, il recycle un petit peu ses idées. Mais j'étais très contente parce que ça t'a beaucoup fait rire. Les Ashkénazes ont donné au monde Einstein, Freud, Marx, les séparades de La Cité de la Peur. C'est clair. Franchement, ça se vaut. Non, mais je suis d'origine séfarade, donc j'ai le droit de dire ça, mais c'est une blague récurrente chez les séfarades, le fait que les Ashkénazes, c'est les prix Nobel, les intellectuels, et leur bouffe est dégueulasse, mais enfin, c'est pas vrai, moi j'aime bien en plus, mais. Et les séfarades, du coup, normalement, la bouffe est bonne, mais surtout, en plus, t'as, Alain Chabat, Farouja, Darmon et tout ça, et là, c'était marrant de les voir les deux en train de danser, parce qu'en plus, ils ont un côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont le charme méditerranéen, quoi. Enfin, quand ils dansent, ils l'ont vraiment, quoi. Youpi! Il y a aussi pas mal de caméos dans le film. Je les ai tous. Alors, je sais pas si je les ai tous. On t'écoute. Alors, ça commence avec Hélène de Fougerolles pendant le Red is Dead. Dominique Besnéard, donc, qui est donc un journaliste. Chiqui Cario, qui est le premier projectionniste qui est tué. Valérie Lemercier, qui joue la femme de Chiqui Cario. Chiqui, d'ailleurs, pas Chiqui. Ensuite, Dave, très très bon moment. Dave, c'est très drôle. Dave qui pense que son regain de carrière a été provoqué par son caméo dans La Cité de la Peur. Parce qu'il était un peu en traversée du désert à ce moment-là. Il n'a pas compris pourquoi Alain Chabat voulait lui proposer un caméo. Il pensait que c'était une blague, une caméra cachée. Et apparemment... C'était une blague. Ouais, c'est ça. Une bonne blague. Apparemment, le fait qu'il ait eu du succès à nouveau après ça, selon lui, c'est grâce au nul. Daniel Gélin, quand il est apparu, c'est marrant parce que j'ai dit, et c'est vraiment, j'étais là, je suis allée voir son Wikipédia depuis et en fait, il a fait 10 000 films, mais moi, ma rêve, c'est le docteur dans La vie est un long fleuve tranquille. Jean-Pierre Bacry,
qui est aussi un projectionniste. Donc, Daniel Gelin aussi. Eddie Mitchell, qui est un projectionniste. Et il y a un moment qui est assez émouvant, c'est Bruno Carrette. Donc, qui était le 4e nul, qui est mort en 89, je crois, et qui apparaît, en fait, c'est à la télé, à la montée des marches, c'est un pétomane qui s'appelle Mizou. Voilà. Ouais, c'était un de ces personnages cultes à la télé. Et ils ont repris des images de l'époque où il avait vraiment monté les marches à Cannes, déguisé comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça assez émouvant. Après, il y en a peut-être d'autres, mais je les ai pas repérés. Alors, il y a Pierre Lescure. Ah, oui. Il y a aussi, au cours d'une murder party à Cannes, Rosanna Arquette. Ah oui, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était quelqu'un d'autre. Oui, t'as dit que c'était Théa Léoni. C'est vrai, elles ont la même tronche, désolée. Il y a Patrice Laffont. Ah ouais. Bizarrement, ça m'a pas marqué. Il y a Michel Hazanavicius. Ah, très jeune. Ouais, très jeune. Et pas connu à l'époque. Et qui venait de Canal aussi, Hazanavicius. Et là, il joue Régis, un mec de la sécurité sur les marches. D'accord, ok. Où en fait, il parle par talkie-walkie avec Serge. Et en fait, il se rend compte qu'il est juste derrière. Et donc, ils se parlent tous les deux avec le talkie. Mais oui, c'était vraiment le tout début de sa carrière. Fun fact, Gérard Lanvin devait être dans le film, mais il a dû annuler sa participation à cause d'une blessure, et c'est pour ça que dans le générique, il est crédité comme coupé au tendon. Et tu as parlé de Valérie Lemercier. Il se trouve que dans la scène avec la grosse tasse, là, il y a un plan dans lequel c'est pas Valérie Lemercier, c'est sa sœur. Parce que Valérie Lemercier devait jouer ce jour-là, mais elle était très malade et elle a oublié de venir. Et sa sœur était stagiaire script sur le tournage, et donc c'est sa sœur qui a joué le rôle à sa place. Bon, concernant l'intrigue, on ne s'est pas trop attardé dessus parce que elle est assez simple au final. Les projectionnistes sont tués les uns après les autres, puisque au final, ce film est un slasher, comme Red is Dead. Et le tueur en série laisse des lettres à chaque fois, des indices. Très difficile à déchiffrer. On se demande vraiment à chaque fois, il y a O, il y a D, il y a I, il y a L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le mystère est puissant. Mais toi, comme d'habitude, tu as prouvé tes redoutables talents d'enquêtrice. On sait pas ce que ça veut dire, mais les types des chiffres et des lettres sont dessus. O, D, D, O. Do, la note, Do. Sûrement un musicien. T'étais très fière de toi. Oui, bah écoute, il y a deviné qui a tué Laura Palmer et il y a ça. Et je pense que ça, c'est encore plus puissant, quoi. C'est clair. Bon, à la fin, on découvre que le coupable... On aurait pu croire que c'était Odile pour faire mousser son film. Oui, à un moment, j'y ai cru, mais... Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est un bon red herring au début. Et on découvre au final que non, ce n'est pas Odile, c'est Émile Gravier, le projectionniste qui pue de la gueule. Prenez un chewing-gum, Émile, tu connaissais pas non plus? Non, mais c'est très drôle. Ouais, c'est très drôle. Ouais, non, vraiment, prenez un chewing-gum, Émile. Moi, maintenant, je suis tout le temps offensée quand on m'offre un chewing-gum parce que je pense à Émile Gravier et je me dis, je dois avoir une haleine catastrophique. Est-ce que c'est un bon slasher? Non. Non, mais c'est très drôle. À chaque fois, chérie, ça va couper. Moi, je dirais que, bon, évidemment, c'est pas un bon slasher comme Halloween. Mais ça fait pas peur, quoi. Non, ça fait pas peur. Mais par contre, ce qui fonctionne très bien, c'est que tu attends avec impatience la scène de mort à chaque fois, comme dans un slasher. Oui, bien sûr. Mais et là, comme il y a une répétition, en plus, c'est un comique de répétition avec attention, ça va couper. Et c'est des projectionnistes qui sont plus ou moins sympathiques. Qui discutent toujours avec leur femme au téléphone. C'est ça fonctionne très très bien. Je te dis que moi vivant, quoi? Quoi? Mais... Oh, attention chérie, ça va couper. Un petit fuck, marry, kill. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ouais, mais là, c'est dur quand même. Fuck, marry, kill, Odile de Ré, Serge Karamazov, Simon Jérémy. Kill Simon Jérémy, il est sympa, mais en fait, je veux pas qu'on vomisse à chaque fois qu'il est heureux. Marie Odile de Ré, parce qu'elle va toujours être au travail, donc elle t'emmerde pas. Et fuck Serge Karamazov. Ouais, c'est ça, tu serais pas la première, ni la dernière. Exactement. Et c'est joli ça, c'est du cachemire, Marie. Est-ce que tu as une scène préférée ou un gag préféré? Je les ai presque tous dit, je pense. Quand on parlait tout à l'heure de l'humour physique, quand il tombe du trapèze, dans son histoire, Gérard Darmon, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, c'est très drôle. Je pense que les deux scènes les plus drôles pour moi, c'est la conversation en anglais de Odile et c'est le « je suis séropositif ». Désolée, je sais que... Mais c'est vraiment très, très drôle. Ouais. Et toi? Moi, honnêtement, il y en a énormément et je pense qu'on les a toutes quasiment mentionnées. J'adore dans le pastiche de Evil Dead, il ne nous aimait pas parce que nous gagnions de l'argent et dans son optique prolétarienne, le profil lui était insoutenable. Oui. C'est tellement drôle. La place du mort, ça me fait mourir de rire. Ils disent prenez la place du mort et il ouvre la malle et en fait dedans il y a un mort.
Niveau gag visuel, le moment où on se rend compte que le patron de l'hôtel appuie sur un petit bouton qui fait clignoter le néon de l'hôtel à l'extérieur, c'est très très drôle et très littéral aussi. Longtemps avant Jésus-Christ, j'adore. Est-ce que tu penses qu'il y a des répliques de ce film que tu vas réutiliser dans ta vie quotidienne, comme on le fait avec nos comédies préférées ? Il y a le un doigt, maintenant je pourrais l'utiliser en sachant ce que ça veut dire et d'où ça vient, même si juste un doigt, enfin voilà. Dans une optique prolétarienne, je trouve ça vraiment très drôle. Ouais. Après, t'as pas l'occasion de le caser très souvent. Non, mais bon, je pense que justement, si tu le cases dans des moments où ça n'a rien à voir, je pense que ça peut être très marrant. Zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre, peut-être. Toi, il y en a que tu utilises déjà ? Ouais, je peux pas dire tu bluffes sans vouloir auto-compléter avec Martoni derrière. Il dit qu'il voit pas le rapport. C'est un truc aussi, t'avais jamais entendu ça ? Mais c'est à quel moment qu'il dit ça dans le film ? C'est quand Gérard Darmon est en train de se faire tirer dans les 2 genoux et que Serge Karamazov est en train de parler à la police au téléphone. Oui, c'est vrai. Et qu'il doit faire passer les messages et il dit qu'il s'est fait péter les 2 genoux, il dit qu'il voit pas le rapport. Oui, c'est très drôle ça. Il y a un moment qui est très drôle avec le fait que c'est quand ils sont tous en train d'applaudir à un moment et Gérard Darmon peut pas parce que il est assis et il se repose sur ses mains parce que ses 2 genoux ont été tirés et du coup il fait des espèces d'applaudissements à une cadence un peu chelou, c'est très drôle. Et en vrai, moi, c'est comme, par exemple, dans Bridesmaids, mes répliques préférées que je vais citer, c'est pas les moments forcément les plus drôles dans le film, mais c'est des trucs qui sont restés, genre Get Your Shit Together, Carol, ou des trucs comme ça. Ah ouais, moi, c'est vraiment lesbian. Et là, c'est un peu pareil où, quand je suis content, je vomis, évidemment. Et il y a un moment qui me fait mourir de rire avec Simon et que j'aime bien citer, c'est juste quand ils arrivent à l'hôtel et qu'il dit j'ai faim. Et où après, il dit qu'il veut des gencives de porc. Tu vois, c'est pas forcément une blague la plus drôle, mais ça me fait mourir de rire à chaque fois que je le revois. Il y a un autre petit fun fact. Claude Berry a refusé de réaliser le film parce qu'il trouvait le scénario, je cite, un peu débile. Je t'ai fait remarquer aussi, quand on l'a regardé ensemble, qu'il y avait encore des blagues même dans le générique de fin. Il y en a beaucoup. Il y a notamment, comme il y a plein de métiers dans le cinéma qui se terminent en man, comme Perchman, là, ils font Blackman, Batman, et donc ils mettent Bruce Wayne, Spider-Man, Peter Parker. Ils ont pas gaspillé une seule seconde. Là où ils peuvent caser des blagues, ils le font. T'as un MVP ? Oui, c'est Simon Jérémy. Ouais, Dominique Farrugia, moi j'aurais dit. Ah ouais. C'est vraiment une interprétation légendaire. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, quand on compte sur lui à la fin pour devenir le projectionniste, j'aime beaucoup ce détail aussi. D'un coup, il est plus con du tout. Ouais. Et on se rend compte que quand il est dans un environnement qui lui parle et qui lui correspond, il est plus aussi bête qu'il l'était pendant tout le reste du film. Et puis j'ai bien aimé le truc, mon père voulait que je sois acteur, mais je voulais être projectionniste. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est là aussi, c'est faire preuve d'une intelligence que d'autres scénaristes n'auraient pas forcément, saisie en fait. C'était Amis, merci de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. La semaine prochaine, Marie me fait découvrir 4 mariages et un enterrement. Je me demande de quoi ça parle. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Si vous découvrez ou redécouvrez ces doudous 90s en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Amis le podcast. On adore lire tous vos commentaires et vos questions. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire et vous pouvez évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. C'est littéralement les deux, quoi. C'est l'île de Ré et... Ah d'accord, mais ils ont dit que c'était aussi l'île de Ré ? Ouais, Odile de Ré, enfin c'est sûr en fait. Ah oui, c'est... île de Ré, oh, putain. Ouais. J'avais pas compris. Ok, donc ça, tu peux le garder. Oh, t'es vache.